Ça y est, le PSG a décidé d'accélérer sur son mercato parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça aussi, ça vient de tomber à l'instant. On va parler de ces trois mouvements, mais on va surtout se focaliser sur celui-là. Le Here We Go pour Ferran Torres est tombé, c'est tombé de la part de Fabrizio. Ferran Torres va devenir un joueur du Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros avec un contrat de 5 ans à la clé. On va revenir sur tout ça, je vous ai préparé des petites images du joueur. Évidemment, on connaît le joueur, mais on va s'intéresser à quelques parties de son profil, quelques axes de jeu qui pourraient très bien convenir à ce PSG, s'interroger sur la pertinence de ce deal. Est-ce que ça valait le coup de laisser filer Gonzalo Ramos pour Ferran Torres? Est-ce que c'est bien payé? Est-ce que c'est surpayé? Quel rôle pour Ferran Torres dans ce PSG-là? Bref, il y aura plein de choses à dire, comme d'habitude aussi, avec l'aide de Data Scout. Les amis de Data Scout, ce merveilleux outil que vous connaissez bien si vous êtes suiveur de la chaîne. Vous avez un petit code de réduction dans la description, vous pouvez aller le voir. Ça vous offre 50% de réduction sur le premier mois d'abonnement. Ça ne me rapporte rien, je ne touche rien là-dessus. C'est cadeau pour vous, donc n'hésitez pas à aller en profiter. Commençons déjà par le profil. Le profil, globalement, on le connaît, devenu un vrai neuf, lui qui était plutôt un ailier, voire 10 au début de carrière, qui est devenu un vrai neuf, un vrai avant-centre, qui marque beaucoup, qui cadre beaucoup. On va en parler. La question de l'efficacité, la question de la qualité de la finition de Ferran Torres, c'est un vrai sujet, il va falloir en parler. Joueur qui est beaucoup trouvé dans la surface adverse et surtout qui combine pas mal, qui est souvent trouvé par ses partenaires et qui a cette aisance technique pour combiner côté physique. Pas un joueur qui court beaucoup, mais un joueur assez tonique, voire même très tonique pour un neuf très dynamique, capable de beaucoup bouger, capable de multiplier les courses à haute intensité, en tout cas les sprints. Et donc finalement un neuf qui a pas mal étoffé sa palette depuis pas mal d'années finalement, depuis qu'il est au Barça notamment, qui regardez est très complet, capable d'avoir un rôle de renard des surfaces, d'attaquant de pressing, d'attaquant de profondeur, tout en gardant un rendement de très très haut niveau. Ça aussi c'est à souligner, c'est important dans ce qu'on va avoir de Ferran Torres. C'est un neuf qui est beaucoup moins unidimensionnel que Gonzalo Ramos. Regardez la comparaison, on va rentrer dans les détails, la comparaison rapidement des deux radars. Ça se voit pas forcément sur la comparaison de ce radar là, mais vous allez voir, on va sortir d'autres radars et surtout s'intéresser à Ferran Torres, le joueur en image. Qu'est-ce qu'il donne? Comme d'habitude, j'ai pas accès à Wisecout, donc évidemment, j'ai pas pu aller vous rechercher des images de manière immédiate. Donc je suis allé sur une petite compile, vous prendre quelques petits screens pour les ressortir. Je vous mets la petite compile YouTube dans la description si vous voulez aller vous la faire pour voir ce que donne Ferran Torres. Et ce qui frappe évidemment quand tu le compares à Ramos, puisque c'est le remplaçant de Ramos, le successeur de Ramos dans ce poste de doublure au poste de numéro 9, et ben c'est la mobilité. Joueur beaucoup plus mobile, joueur qui en capacité en tout cas de décrocher beaucoup plus. Ici, il est trouvé dos au jeu, il va se mouvoir, se déplacer avec le ballon et déclencher une passe absolument magnifique. Cette passe caché là, avec le corps orienté vers la ligne opposée, pendant que Rafinha est en train d'attaquer la profondeur. Ça, c'est des gestes de combinaison, de jeu associatif et même de mouvement de décrochage que n'est pas capable de faire Gonzalo Ramos à ce niveau-là. Et là, ça va être très très bien effectué. C'est pas seulement un neuf qui décroche pour s'associer, c'est aussi un neuf qui décroche pour tout simplement être touché entre les lignes et attaquer ensuite la ligne défensive. Ici, regardez, il décroche entre la ligne défensive et la ligne du milieu. Il va être trouvé dos au jeu. Et il a cette capacité aussi, cette qualité de première touche, de contrôle orienté que n'a pas Gonzalo Ramos. Contrôle pied gauche, il met parfaitement son corps en opposition entre le ballon et le joueur pour le contourner et en s'ouvrant immédiatement l'espace vers le but pour attaquer le couloir de jeu direct. Ça, par exemple, Gonzalo Ramos, ces phases avec autant de vivacité et autant d'aisance technique sur une ou deux touches, sur un ou deux appuis, Gonzalo Ramos, lui aussi, n'est pas capable de les faire à ce niveau-là. C'est aussi un joueur par rapport à Gonzalo qui est mieux en capacité d'attaquer la petite profondeur. C'est quelque chose qui est très important pour ce PSG qui, notamment en Ligue 1, affronte 80% du temps, voire plus, des blocs bas, qui laissent très très peu d'espace à attaquer dans la profondeur. Ferran Torres, c'est pas un attaquant de grands espaces, mais c'est un attaquant qui attaque très très bien les petits espaces. Même face à un bloc qui laisse seulement 16 mètres de profondeur à attaquer, il est capable de le faire. Ici, regardez, il est touché par Dani Olmo, très bien placé entre les deux centraux. Il va contrôler pied droit pour enchaîner pied gauche. Ça aussi, c'est un vrai axe fort du jeu de Ferran Torres. C'est pas un ambidextre, c'est un vrai droitier, mais qui a aussi un vrai bon pied gauche. Et ça, Gonzalo Ramos l'a un petit peu moins. La palette d'angles de frappe, d'angles de passe, d'angles de contrôle aussi est moins élaborée, moins élargie que celle de Ferran Torres, qui peut mettre à profit le fait qu'il a un bon pied faible pour être un petit peu plus imprévisible, avoir un petit peu plus d'angles, un petit peu plus d'options quand il est touché. Ça aussi, c'est quelque chose à noter. Joueur qui est aussi en capacité d'éliminer, de dézoner sur un côté et d'éliminer. Regardez, il est touché côté droit.
crochet extérieur et gros appui pour démarrer. On l'a vu, c'est un joueur qui, en termes d'accélération, ressort plutôt très bien niveau data. Et là, il va éliminer son vis-à-vis. Ça, évidemment, je le compare beaucoup à Gonzalo Ramos parce qu'on l'a dit, c'est son successeur. Mais ça, Gonzalo Ramos, ses dézonages et ses éliminations dans le 1 contre 1 à l'arrêt, il n'en est pas capable. Ça, Ferran Torres le fait très bien, capable de remonter le ballon sur 50 mètres, d'aller percuter, d'aller éliminer, de s'ouvrir l'angle et de frapper, et ici de marquer. Je crois que c'est face à la Serbie de mémoire. Et puis on parlait de ces dézonages côté, ça peut être un vrai game changer par rapport à Gonzalo Ramos, qui est un œuf très fixe, très axial, qui très positionnel, bouge finalement pas vraiment de ces 20 mètres de largeur là entre les deux demi-espaces. Lui, Ferran Torres est capable d'occuper toute la largeur et d'attaquer cette profondeur depuis le côté. Et ça, c'est très intéressant dans l'optique du jeu de permutation, du jeu d'échange de position côté PSG. Ferran Torres rentre parfaitement là-dedans, en tout cas beaucoup plus que Gonzalo Ramos. Ici, il est lancé depuis le côté, dans la profondeur, il va finir. Ici, encore lancé depuis le côté, cette fois côté gauche, vers la profondeur, vers le but, il va finir. Encore une fois, regardez, il a dézoné, il est côté droit, il y a des espaces dans la profondeur, il y a un intervalle qui s'est ouvert, il l'attaque, il va réceptionner le ballon et finir pied gauche encore une fois. Et puis on a beaucoup parlé de ce qu'il donnait en dehors de la surface, ce qu'était capable de faire Ferran Torres en dehors de la surface dans le jeu pour attaquer la profondeur. Il y en a beaucoup, je vois notamment sur les réseaux, qui disent « Waouh, entre Gonzalo Ramos et Ferran Torres, on a tellement perdu en termes d'impact dans la surface. » Je trouve que c'est un mauvais procès. Je trouve qu'on est encore bloqué avec le Ferran il y a 2, 3, 4 ans. Et je trouve que c'est la plus grosse progression de Ferran sur les 2-3 dernières années, notamment depuis qu'il est Hansi Flick, son impact dans la surface. Sa capacité à devenir un vrai neuf. Aujourd'hui, c'est plus un faux neuf. Aujourd'hui, c'est plus un ailier que tu replaces dans l'axe. Non, c'est devenu un vrai neuf, un mec qui est capable d'impacter dans la surface, qui a énormément progressé à la finition et qui, dans sa qualité de déplacement dans la surface, est devenu peut-être pas excellent, peut-être pas élite, mais en tout cas d'un très bon niveau et parfaitement prêt pour être une doublure du côté du PSG, voire un super sub. Ici, regardez, centre depuis la droite, il analyse, il scanne l'intervalle entre les deux défenseurs, il va aller attaquer cet intervalle et réceptionner le ballon, reprise de volée absolument parfaite. Ici encore, il a anticipé le fait qu'Alejandro Balde allait faire la différence sur le côté, ce que n'ont pas fait les deux centraux de l'Atlético. Il va y avoir le centre, lui est pas du tout hors jeu, il s'est parfaitement déplacé, positionné dans l'intervalle, dans la zone intermédiaire entre le gardien et les défenseurs. Il va conclure évidemment face au but et là, vous allez dire ouais mais Enzo c'est que des tapines. Je le répète à chaque fois, les tapines ne tombent jamais du ciel. À votre avis, pourquoi les Haaland, les Harry Kane sont capables de marquer 10, 15, 20 tapines par saison et ce que d'autres attaquants ne sont pas capables de faire, même à des niveaux inférieurs? C'est parce qu'il n'y a pas la même science du déplacement, pas la même science du timing, pas la même science du piège de la défense adverse. Et Ferran Torres, c'est notamment par sa capacité à se placer dans l'angle mort de son défenseur, là où il ne peut pas le voir, qu'il est excellent, qui fait énormément de différence par ses déplacements dans la surface. Ici, il va pouvoir finir évidemment. Encore une fois, regardez, il est dans l'angle mort de ce défenseur. Le défenseur, s'il veut regarder le ballon, il ne peut pas voir Ferran Torres. Il a déjà pris l'avantage de position sur le latéral qui ferme de l'autre côté. Il va y avoir un centre entre la défense et le gardien qui est à la réception. C'est Ferran Torres qui garde son avantage de position, qui arrive dans le timing parfait pour finir. Encore une fois, centre depuis la droite. Il a anticipé, il n'est pas hors jeu puisqu'il est en retrait. Personne, aucun défenseur du Betis n'a anticipé. Il s'est placé, il s'est déplacé encore une fois dans l'intervalle, encore une fois dans l'angle mort du numéro 5 pour conclure face au but. Ça aussi, vous allez dire c'est un tapine. Non, c'est toute la conséquence de son déplacement, de la qualité de son déplacement, du timing de sa course pour arriver au bon moment, au bon endroit, pour conclure face au but. Ici encore, combinaison, jeu aérien. Rafinha va faire la tête, avant même que Rafinha fasse la tête, Ferran Torres a déjà anticipé. Et pendant que tous les défenseurs sont en train de serrer vers Rafinha, épaule orientée vers le ballon, Ferran Torres, regardez, il va se déplacer dans un mouvement opposé pour aller fermer au niveau de la zone axiale, dans le dos du défenseur, et pour finir très tranquillement. Là aussi, vous allez dire, finition facile. Mais s'il n'y a pas cet excellent déplacement, cette excellente lecture de la situation, la finition n'est pas aussi facile. Et en fait, Ferran Torres se crée des solutions, des situations de finition assez faciles parce qu'il a énormément progressé, notamment dans son intelligence dans la surface et comment se mettre en bonne position de frappe. Et c'est aussi ça qui joue sur la qualité et la progression de sa finition. Là, regardez, sur ce radar, la grosse différence qu'il y a entre Ferran Torres et Gonzalo Ramos
un, la vitesse de pointe. Ferran Torres est beaucoup plus en mesure d'attaquer les espaces que Gonzalo Ramos. Et 2, c'est l'efficacité. Les buts, moins les XG. Le différentiel de Gonzalo Ramos, il est assez catastrophique la saison passée. La saison passée, Gonzalo Ramos, c'est l'un des pires finisseurs d'Europe. Et oui, on n'a pas trop l'impression, parce qu'il y a toujours cette étiquette de super sub, le mec qui va sauver le PSG en sortie de banc. Mais c'est l'un des joueurs les plus inefficaces à la finition de la saison passée, au contraire de Ferran Torres, qui est excellent parce qu'il a progressé dans sa capacité à se mettre en position de frappe, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de buts au compteur, mais aussi par la qualité même de sa finition, la qualité technique, la surface de pied, le choix de surface de pied, le scan de ce que fait le gardien et tout simplement les repères dans une zone plus axiale, lui qui était ailier quand il était un peu plus jeune, et après plusieurs saisons dans un rôle plus axial, il a enfin trouvé des repères. C'est aussi un joueur qui physiquement par rapport à Gonzalo Ramos va offrir d'autres choses, genre beaucoup plus tonique, beaucoup plus rapide, et beaucoup moins fixe globalement, beaucoup plus en mesure d'échanger ses positions, de permuter, d'avoir cette attaque totalement mouvante. On a parlé dans le débrief de la Super Coupe face à Aston Villa. Il y a des phases où Désiré Doué est à gauche, Gvara dans l'axe, Akliouche côté droit, ou Gvara à droite, Akliouche dans l'axe. Et ça, Ferran Torres, par sa polyvalence, par son aisance dans la mobilité, est beaucoup plus en mesure de répondre au projet de jeu de ce que veut Luis Enrique pour son neuf qu'un Gonzalo Ramos qui était cantonné à une position très fixe et un peu contraire aux idées de ce que veut Luis Enrique. Et regardez, quand tu compares Ferran Torres au 2-9 du PSG, Gonzalo Ramos il est en blanc, tu vois que Ferran Torres se rapproche beaucoup plus d'Ousmane Dembélé que de Gonzalo Ramos. Avec Ferran Torres, le PSG s'est attaché les services de la doublure de Dembélé dans un style similaire. Ferran Torres a peut-être moins l'âme de ce numéro 10 meneur de jeu qui distribue très bien le jeu, en capacité d'éliminer dans le 1 contre 1. Mais il est peut-être encore plus un joueur de surface aujourd'hui que Dembélé, et surtout un mec qui attaque la profondeur, ce que ne fait quasiment plus Dembélé, ce que n'était pas le profil de Gonzalo Ramos. Et ça, avec le départ de Bradley Barcola, c'est important aussi d'avoir ce joueur capable d'attaquer les grands espaces. C'est pas un axe très fort du jeu de Ferran Torres, mais c'est malgré tout une possibilité qui t'offre. Ouais, ok, c'est pas le dragster qui est Barcola, mais ça reste un plus gros joueur d'espace, même un bien plus gros joueur d'espace que Gonzalo Ramos, et ça c'est aussi intéressant dans la construction du secteur offensif du PSG. Ferran Torres, on l'a dit, reste sur une sacrée saison niveau stats pour un mec qui est pas tout le temps titulaire finalement, même s'il y avait plus trop de statut entre lui et Lewandowski la saison passée. 16 buts en Liga, 3 en Ligue des Champions, une vingtaine de buts sur toute la saison, il a marqué dans toutes les compétitions, buteur en finale de la Coupe du Monde dans un rôle de super sub qui va retrouver du côté du PSG. Et ouais, si tu rapportes par 90 minutes, par son temps de jeu, Ferran Torres est l'un des tout meilleurs buteurs de la saison dernière. En Europe, il est même devant Erling Haaland, c'est dans le Big Five le 4e meilleur buteur par 90 minutes. Il est juste derrière, loin derrière Harry Kane qui est un grand malade, Denis Undav, Lautaro Martinez, 4e, Ferran Torres. Il est devant les Dembélé qui a pas eu beaucoup de temps de jeu mais qui a beaucoup staté quand il jouait, bien devant aussi Gonzalo Ramos qui pareil, cette réputation de bien optimiser les minutes qu'il a à sa disposition. Si tu le compares par rapport aux offensifs du PSG, c'est évidemment le meilleur buteur hors penalty de la saison passée. Il est devant les Dembélé, Barcola, Doué, Gvara qui sont au-dessus de la moyenne. Ferran Torres, c'est encore mieux. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Enzo, ok, il marque beaucoup de buts, mais ça veut pas dire que c'est un bon finisseur pour autant. Et figurez-vous que contre toute attente, Ferran Torres est un joueur qui surperforme ses XG. Ouais, je sais, il y a un gros biais autour de Ferran Torres, le sorte de biais de confirmation où, ok, il y a 3-4 ans, même il y a 2 ans en vrai, il manquait des occasions toutes faites, des buts tout faits, ça ne peut qu'être un mauvais finisseur. À chaque fois qu'il va louper quelque chose, on va le souligner parce que c'est un finisseur catastrophique. Non, Ferran Torres manque encore des occasions faciles, comme tous les grands neufs, même Erling Haaland, même Harry Kane, mais ce n'est plus cet attaquant, ce neuf gâcheur, ce neuf qui va te tuer des situations, des grosses occasions de but. Aujourd'hui, il surperforme ses XG, et tu peux dire là aussi, ok, c'est la réalité d'une saison, c'est la vérité d'une saison, ce n'est pas la vérité de ses autres saisons. J'ai pris ces 3 dernières saisons et à chaque fois, il surperforme ses XG. Par 90 minutes, la saison passée, 0,6 XG pour 0,73 buts. En 24-25, 0,65 XG pour 0,82 buts par match, ce qui est assez énorme. 0,41 XG en 23-24 pour 0,52 buts. À chaque fois, chaque saison, Ferran Torres fait mieux que ce qu'un finisseur de niveau normal ferait. Et même au niveau des XG cadrés, ça reste sensiblement très proche de ces XG, sauf sur la saison 24-25 où c'est vraiment bien en dessous. Pour le reste, on est sur un joueur qui est plutôt vraiment, à minima, un finisseur
de niveau normal, et dans les bons cas, dans les bonnes saisons, un très très bon finisseur. Regardez, ça c'est la comparaison des buts moins XG de son différentiel entre les neufs, entre les attaquants du PSG et Ferran Torres. Ferran Torres, il est dans la partie très haute. Dembélé, c'est très 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 au-dessus. Désormais, c'est devenu un excellent finisseur. Il est au niveau de Désiré Doué, qui est en train de devenir aussi un excellent finisseur. C'est au-dessus de Gvara, évidemment de Barcola, et très 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 au-dessus de Gonzalo Ramos, qui, je le répète, a été l'un des pires finisseurs de la saison passée à l'échelle européenne. Donc ouais, il y a beaucoup de raisons qui me font dire que le recrutement de Ferran Torres est en fait un très bon coup de la part du PSG. C'est pas un coup exceptionnel, c'est pas le style de joueur qui va te faire changer de dimension, mais je trouve qu'en fait, sur beaucoup d'aspects, c'est un coup qui coche énormément de cases. On n'a pas parlé du prix, valorisé à 39 millions par les amis de Data Scout, ça parle de 50 à 55 millions d'euros selon les rumeurs et les infos qui sont sorties. Je pense que c'est légèrement surpayé pour un joueur qui est en fin de contrat dans un an, sachant qu'il y a aussi son salaire à assumer. Il y a des joueurs, je pense par exemple à Kliouche, que tu vas acheter 50 millions d'euros, on n'a pas encore les infos de salaire, mais on sait que ça va être un salaire inférieur à Ferran Torres. Normalement, Ferran Torres sort du Barça, donc il y a aussi un salaire à assumer. C'est un joueur qui a 26 ans, donc il n'y a pas le même potentiel de revente qu'un Kliouche, qu'un Mika Rotz, etc., qu'un joueur plus jeune. Bon, malgré tout, je pense que c'est globalement le prix qu'il fallait payer pour le sortir du Barça si tu le voulais, même à un an de la fin de son contrat. Et ouais, j'aime beaucoup le style. Alors, je ne l'ai pas précisé, on parle purement du joueur de foot. J'ai vu qu'il y a des prises de position politiques qui n'étaient pas les meilleures. Mais moi, oui, j'aime beaucoup le profilage. De toute façon, vous voyez, la projection stat, elle est très bonne de la part des amis de Data Scout. Au niveau de l'effectif, profil qui s'en rapproche, qui joue dans une équipe qui a déjà un contexte de jeu assez similaire, donc beaucoup plus facilement transposable, physiquement prêt aussi pour ce niveau-là. Et ouais, tout simplement, le PSG, avec Ferran Torres, a un 9 beaucoup plus Lucho compatible que Gonzalo Ramos, un 9 beaucoup plus mobile, beaucoup plus à l'aise dans l'échange des positions, dans ce football de mouvement qui nourrit l'imprévisibilité de son équipe. Et quand Gonzalo Ramos était sur le terrain, c'était beaucoup plus difficile de déstabiliser des lignes défensives adverses, parce que lui est beaucoup plus fixe, beaucoup plus statique. Avec Ferran Torres, tu as ce joueur qui peut être dans la lignée d'Ousmane Dembélé sur cet aspect-là, joueur très polyvalent, donc il peut aussi te servir sur d'autres postes, et même s'il est aligné avant-centre, qui aura aucun problème à avoir des repères si sur quelques séquences il est ailier gauche, si sur quelques séquences il est ailier droit. En fait, c'est un joueur qui, même si sur le papier il est avant-centre, il va te permettre d'avoir ces échanges de position tout en conservant un niveau et un rendement très très bon. Gonzalo Ramos, si sur quelques séquences tu l'envoies ailier droit, il va te servir à rien parce que c'est pas du tout ses caractéristiques de jeu, alors que Ferran Torres, lui, est pertinent dans ces positions-là, donc c'est très intéressant. Joueur qui en plus a son prime, 26 ans, qui entre dans les meilleures années de sa vie, qui, le dernier match, on s'en souvient, il a marqué un but en finale de Coupe du Monde, donc il est même au prime de sa vie footballistique. Je sais pas s'il pourra connaître beaucoup mieux l'ami Ferran Torres. Joueur qui connaît en plus le logiciel Luis Enrique. Et pas qu'un peu, je crois qu'il connaît pas que l'entraîneur Luis Enrique, je crois qu'il connaît aussi Luis Enrique, le beau-père, puisque Ferran Torres, pour ceux qui sont passés à côté, sortait à l'époque avec la fille de Luis Enrique. Donc je pense que ouais, s'il débarque, c'est qu'il n'y a pas trop de problème de famille, qu'il n'y a pas trop de rancœur avec le deux, s'entendent très très bien, ils étaient assez proches quand l'un était l'entraîneur de l'autre. Et puis joueur tout simplement qui connaît ce statut de super sub. Là je vous affichais la future attaque remplaçante du PSG. C'était pas dit, là, il y a 2 mois qu'on ait ça. On n'avait pas prévu qu'il y ait autant de mouvements, peut-être offensivement. Mais il y aura bien Mika Rotz, Ferran Torres et Kliouche. Et Ferran Torres, il connaît très bien ce rôle de super sub. Il l'a été pendant quelques années du côté du Barça, le remplaçant de Robert Lewandowski. Il sait comment impacter en sortie de banc. Il sait comment aussi prendre le relais d'un titulaire sur des matchs peut-être d'une moindre importance, tout en restant très concerné, très performant. Donc non, moi je trouve qu'il coche beaucoup de cases. Encore une fois, c'est pas un immense coup. C'est une opération qui te coûte quand même une demi-centaine de millions d'euros, c'est pas rien, mais c'est un joueur qui rentre très bien dans le logiciel Luis Enrique et dont tu sais, en gros, tu as des sortes de garanties, des sortes de certitudes sur le niveau plancher qu'il peut t'apporter. Tu sais qu'il y a très peu de possibilités que ça soit un crash, que ce soit un mec qui est pas du tout au niveau, qui est pas du tout adapté à ce que veut faire le PSG. Le profilage, la recherche du profil est plutôt très pertinente et je suis pas sûr qu'aujourd'hui le PSG, à l'instant T là, puisse avoir un joueur qui est autant dans la fleur de l'âge et autant adapté à ce que veut Luis Enrique en tant que doublure, qui accepte ce rôle de remplaçant en sortie de banc. Donc non, moi j'aime beaucoup le deal Ferran Torres dans l'ensemble.
Et comme j'ai vu que tout le monde n'était pas d'accord, que beaucoup lui reprochaient cette prétendue faiblesse à la finition, je me devais de faire cette petite vidéo pour essayer de rétablir la vérité avec des images, avec de la data. Évidemment, les hommes mentent, pas les chiffres. Et quand en plus on remet les chiffres en contexte, ben on voit que les chiffres ne racontent pas n'importe quoi non plus. Donc voilà, c'était le petit point sur Ferran Torres. On va parler aussi rapidement des autres deals, puisque Akliouche et Lucas Digne ont déjà été officialisés. Bon, Akliouche, si on continue sur le secteur offensif, pas grand-chose à en redire. Là, la projection des amis de Data Scout, elle est pas top, mais parce qu'il faut aussi dire que Akliouche reste sur une saison un petit peu en deçà de ses standards, dans un Monaco qui tournait aussi moins bien que les saisons précédentes. Mais bon, le Akliouche, à son meilleur niveau, rentre parfaitement dans ce que veut ce PSG, est parfaitement prêt pour le PSG, joueur qui était à la Coupe du Monde, qui était mondialiste et qui en fait vient combler un besoin, un vrai besoin, le besoin d'un ailier droit gaucher. Parce que côté PSG, chez les ailiers, t'avais que des droitiers, Barcola, Gvara, Doué, t'avais Lee mais qui est parti, et en fait Akliouche est le successeur de Lee. Ils ont un niveau là actuel assez similaire, des profils aussi assez similaires, peut-être Akliouche plus dans la percussion, encore plus impactant dans le dernier tiers. Mais même si les niveaux actuels sont similaires, le plafond d'Akliouche est bien plus haut. Akliouche a une plus grosse marge de progression que Kangin Lee. Et c'est ce qui me fait dire que, ok, le profil il est bon, il n'y a pas trop de soucis, mais même en termes de niveau, c'est un joueur qui est dimensionné aujourd'hui pour être remplaçant. Il peut difficilement aller challenger un Désiré Doué sur le côté droit, mais il a la marge de progression pour peut-être à terme avoir cette prétention-là, et tout simplement pour devenir l'un des meilleurs super subs, l'un des meilleurs 12e hommes d'Europe, et pourquoi pas d'ailleurs dès cette saison si ça se passe bien. Donc non, moi j'aime bien le deal Akliouche aussi, tu franchis un cap par rapport à Kangin Lee, sans faire de folie, sans faire une Yann Diomandé à 140 millions d'euros. Akliouche, c'est 50 millions d'euros aussi, donc ça reste relativement honnête pour un joueur de sa qualité, avec sa marge de progression et son CV. Et puis on a aussi eu ça, un autre mondialiste bleu, Lucas Digne, de retour au PSG. Bon, là aussi, la projection, elle est même inquiétante. J'allais dire, elle est pas top, mais elle est inquiétante. Bon, faut surtout dire qu'il est comparé, en fait, avec le meilleur latéral gauche du monde, et que, évidemment, si Lucas Digne, tu l'attends dans un rôle de titulaire au PSG, il faut faire une croix dessus. C'est pas le cas, mais Lucas Digne arrive en tant que remplaçant, que doublure. Il revient au club, il a bien changé depuis. Il est arrivé, je crois, en 2013, reparti 3 ans plus tard. Il a fait 3 saisons au PSG. Donc 10 ans plus tard, il revient dans la capitale. Il connaît le club. C'est un Français aussi, ça compte pour les quotas, pour la Ligue des Champions. Il connaît ce contexte-là, il connaît le championnat, il connaît le club, il connaît aussi le coach. Il a vécu 1 ou 2 saisons, je crois, du côté du Barça avec lui. Et puis tout simplement, c'est un joueur qui est fiable pour être doublure. Il te manquait ce vrai latéral gauche doublure, c'était Lucas Hernandez la saison passée, mais qui est peut-être aujourd'hui beaucoup plus un axial qu'un latéral. Et Lucas Digne, il connaît le club, il connaît le contexte, il connaît aussi son statut, il sait que devant lui, il y a le meilleur latéral gauche du monde. C'est un joueur qui, au fil des années, a beaucoup progressé défensivement, notamment avec Unai Emery, qui est devenu un latéral gauche assez complet, qui a aujourd'hui pas le niveau pour être titulaire chez un champion d'Europe, qui a 33 ans, qui est le plus vieux d'ailleurs de cet effectif devant Marquinhos, mais qui en termes de doublure, pour amener son expérience, pour encadrer Nuno Mendes, pour être un relais fiable quand il faut reposer Nuno Mendes, et ça n'a pas toujours pu être le cas la saison passée, Lucas Digne est parfaitement dimensionné pour ça. Pour 7 millions d'euros, je crois, c'est presque anecdotique pour le PSG. Là aussi, je trouve que le profilage dans la construction de l'effectif, dans la planification sportive, il est très très bien. Les deux en plus ont déjà soulevé un trophée. Premier match officiel avec le PSG, premier trophée. C'est ce que ça fait d'être parisien. C'est plutôt bien, je crois, d'être parisien en ce moment. Donc, ils ont très bien commencé leur aventure. Ferran Torres n'a pas pu être là. Lui non plus n'a pas pu être là. Mika Rotz, qui arrive du côté du PSG. Le Here We Go vient de tomber là, juste avant que j'enregistre la vidéo. Here We Go, 55 millions d'euros. Si vous voulez mon avis sur le prix, notamment, j'en ai parlé ici, même sur le joueur. Je suis un fan de l'Ajax, j'ai regardé tous les matchs de Mika Rotz depuis qu'il est en équipe première. Et donc je connais plutôt bien le joueur, donc je vous ai fait une présentation détaillée, comment on le projette au PSG. Si vous l'avez pas vu, je vous mets la petite fiche dans le coin de l'écran, vous pouvez aller la voir. On a parlé de son profil tout simplement, on l'a présenté, de quel ailier il se rapproche le plus du côté du PSG, plutôt Barcola, plutôt Gvara. Quelle utilisation, quelle polyvalence, est-ce qu'il est prêt pour ce niveau, est-ce que quel serait le prix juste? J'avais donné mon avis, c'est pas 55 millions, je vous laisse aller voir tout ça. Et puis c'est pas fini sur le mercato du PSG, puisqu'il y a aussi Zion Suzuki qui va arriver, qui en plus devrait pas être prêté à la Juve, donc il y a pas mal de choses à dire. J'attends que ça soit
plus proche, plus officiel, qu'on ait le Here We Go qui tombe pour vous faire une vidéo spéciale gardien du PSG, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais on aura le temps d'en reparler. Et puis on va enchaîner, c'est pas fini, parce qu'il y aura ça aussi. Demain, vous avez ça, les cracks à suivre cette saison en Ligue 1. Je vous ai fait la même chose pour l'Eredivisie. Ça vous a bien plu. Donc demain, présentation de 15 cracks à suivre. Ils ont entre 16 ans et 20 ans. Ils ne sont pas encore explosés en Ligue 1. Ils ne se sont pas encore installés dans leur équipe. Mais c'est pour eux cette saison. La Ligue des Talents va leur appartenir dans les prochains mois. Donc rendez-vous demain, 18 h, pour cette vidéo, les cracks à suivre. Merci à tous pour le soutien, les amis parisiens. Si vous découvrez la chaîne, restez branchés parce qu'on va continuer à en parler du PSG. Et pour ceux qui aiment la Ligue 1, pour ceux qui aiment tout simplement parler foot, parler des jeunes, rendez-vous demain pour les cracks à suivre. Je vous laisse me donner votre avis sur Ferran Torres et sur les autres. Et on se retrouve très vite. Merci aux fidèles, bienvenue aux nouveaux et à demain. Salut à tous.